Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet majeur de santé publique qui est les infections bactériennes résistantes, qui est un défi qui entraîne malheureusement une hausse de la mortalité, bien souvent à cause d'une impasse thérapeutique. Au cours de cette session, nous aurons le privilège d'écouter en première partie notre très cher présentateur, le docteur Serigne Bakimbo, en première partie. Puis en seconde partie, nous allons aborder la séance de questions-réponses. Alors, vous pouvez écrire vos questions au niveau des chats. Après, on va prendre soin d'y répondre, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre présentateur, le docteur Serigne Bakimbo, interne des hôpitaux du Sénégal en biologie clinique à l'Institut d'hygiène sociale. Alors, bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté de nous faire cette présentation. Vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci Fatouma pour cette introduction. Comme elle l'a dit, je m'appelle Serigne Bakembo, je suis interne en biologie à l'hôpital IHS Polyclinique. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder euh, un sujet majeur qui nous concerne tous, à savoir l'antibiorésistance. Alors, je ne sais pas, Fatima, si, parce que j'aime bien que les présentations soient interactives du moins. Donc, je ne sais pas si les gens peuvent, comment dirais-je, peuvent intervenir au cours de la présentation. Pourquoi pas poser des questions ou bien apporter des contributions. On est entre nous, quoi. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Oui, ce Fatima, sera possible. Ce sera possible. c'est bon. Après la présentation, à la seconde partie, on va recueillir les D'accord, questions et les suggestions. d'accord, il n'y a pas de problème aussi. OK. D'accord. Alors, encore bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons explorer ensemble l'antibiorésistance. On va voir les enjeux, les causes, mais aussi quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour éradiquer ce fléau. Donc, en tant que médecin, apprenti médecin, pharmacien qui nous écoute, et futur biologiste et agent de santé de manière générale, la question de l'antibiorésistance nous préoccupe tous plus particulièrement, car aujourd'hui, elle représente une des plus grandes menaces pour la médecine moderne. Donc, connaître ces enjeux et les causes, les éviter, et aussi savoir quelles sont les stratégies qu'on peut adopter pour pallier ce phénomène est essentiel. Donc, pour bien comprendre le sujet, nous allons d'abord nous demander en introduction, voilà, de quoi on parle aujourd'hui vraiment. Qu'est-ce qu'un antibiotique et comment les résistances surviennent-elles, c'est-à-dire les différents mécanismes. Donc, on fera un rappel sur les mécanismes de résistance, sur les antibiotiques, de manière générale. Ensuite, nous verrons la question du pourquoi. Pourquoi les bactéries résistent aux antibiotiques. Et enfin, le chapitre, je dirais, le plus essentiel de cette présentation, nous verrons, nous aborderons ce qu'on appelle les stratégies concrètes pour lutter contre ce problème de santé publique. Alors, comme introduction, on va d'abord définir c'est quoi un antibiotique d'abord. Un antibiotique, comme nous le savons, c'est une substance chimique qui est d'origine naturelle, c'est-à-dire qui est synthétisée par des micro-organismes, des champignons ou bien d'autres bactéries. Voilà, semi-synthétique ou aussi complètement synthétique, donc qui est capable de tuer les bactéries, qu'on appelle la bactéricidie, ou bien d'inhiber leur croissance, qu'on appelle un antibiotique bactériostatique, excusez-moi, et le reste, notre système immunitaire va s'en charger. Maintenant, l'antibiorésistance, c'est quoi? C'est la capacité d'une bactérie à se développer, même en présence d'une concentration élevée d'antibiotiques. Donc, l'antibiorésistance, elle peut être de deux types, soit naturelle,
soit la bactérie a un arsenal qui lui permet intrinsèquement voilà, de manière d'emblée de résister aux antibiotiques, ce qu'on appelle la résistance intrinsèque aussi. Mais aussi, elle peut acquérir ces mécanismes de résistance, l'antibiorésistance, ce qu'on appelle la résistance extrinsèque à travers, c'est d'ailleurs cette résistance qui nous pose problème. Euh, la résistance naturelle, ce n'est pas une résistance qui est très évolutive. Mais par contre, comme vous le savez, les bactéries sont extrêmement solidaires et ils se partagent les gènes de résistance entre elles. Et ainsi, une bactérie qui était normalement sensible à un grand nombre d'antibiotiques acquiert des résistances par ces transferts de mécanismes, ces transferts de gènes à travers les plasmides, on y reviendra. Donc l'intérêt, je dirais au moins les intérêts d'étudier la résistance aux antibiotiques, c'est d'abord thérapeutique, un intérêt thérapeutique. Donc ça va permettre aux cliniciens de choisir judicieusement les antibiotiques pour traiter ces patients, donc, après un antibiogramme qui a été fait donc, par les microbiologistes. Elle est aussi diagnostique. L'étude de l'antibiorésistance a aussi un interdiagnostic. Donc l'interdiagnostic, imaginez, vous avez un patient qui est en soins intensifs. C'est la question de l'urgence. Donc aujourd'hui, les délais d'attente des résultats pour l'antibiogramme, c'est de 48 à 72 heures. Donc, vous voyez, ça, c'est un problème. D'où l'intérêt aujourd'hui de développement des tests rapides pour détecter ces problèmes de résistance de manière urgente pour ces genres de cas-là. Elle est aussi épidémiologique, l'intérêt, dans le cadre de la surveillance de l'émergence, mais aussi de la dissémination, ce qu'on appelle les superbactéries. C'est un terme générique qui n'est pas officiel, mais c'est pour juste souligner l'urgence qu'il y a à comprendre l'antibiorésistance et la situation actuelle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, ça permet aussi, toujours dans le cadre d'intérêt épidémiologique, d'adapter l'antibiothérapie probabiliste. L'antibiothérapie probabiliste, c'est quoi? En fait, c'est le fait de donner un antibiotique en se basant sur un pari éclairé, si je peux dire ainsi. Voilà. Avant d'avoir vraiment les résultats du labo. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, 48 heures à 72 heures de délai de rendu de l'antibiogramme. Et là, face à certaines situations, on ne peut pas se permettre ce luxe. Donc, étudier les différents types de bactéries, l'épidémiologie de leur dissémination, ça permet aussi donc d'adapter cette antibiothérapie, de savoir quelles sont les bactéries résistantes les plus rencontrées dans une zone, et ainsi, voilà, de manière probabiliste, donner des antibiotiques qui sont efficaces contre ces bactéries. Donc voilà. Maintenant, donc, on va faire quelques rappels sur les antibiotiques et aussi sur les bactéries de manière générale. Quelqu'un qui a besoin de ça. Alors, c'est bon. Donc, pour ce petit rappel, on va faire un peu d'histoire. D'abord, on va commencer par la découverte de la pénicilline par ce monsieur-là qui est Sir Alexander Fleming en 1928 qui a découvert la pénicilline par hasard. Donc, lorsqu'il revenait de ses vacances, il a vu qu'il y a une moisissure qu'on appelle Penicillium notatum. C'est un champignon qui a contaminé ses cultures de staphylocoque. Et il a vu que là où le champignon a poussé, la bactérie, les staphylocoques ont été inhibés leur croissance. Donc, il a publié ses travaux en 1929, mais il n'a pas pu isoler la molécule et, pour l'utiliser en thérapeutique. C'est ainsi que, voilà, en 1941, donc en pleine guerre mondiale, donc voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses dans la guerre. Donc, ces deux scientifiques de l'équipe de Oxford, Florey et Etienne, c'est eux qui ont, je dirais, qui ont mondialisé, du moins, qui ont été les premiers à utiliser la pénicilline comme en thérapeutique. Donc,
Et voilà, et ça a permis de sauver de nombreux soldats des blessés de guerre donc, durant cette période-là. Alors, leurs travaux les a permis en 1945 de recevoir le prix Nobel avec Fleming, c'est toi, donc Fleming, Faure et Etienne en 1945. Ils ont eu le prix Nobel de médecine pour leur travail sur la pénicilline, la découverte, mais aussi l'utilisation massive en thérapeutique. Et qu'est-ce qu'on remarque dès 1941, donc un an plus tard, il y a l'apparition des pénicillinases. Donc les pénicillinases, comme vous le connaissez, ce sont des enzymes qui inhibent les pénicillines. Donc les bactéries s'adaptent à chaque fois. Ensuite, on a eu l'introduction de la méticilline. En fait, la méticilline, c'est un antibiotique. On va y revenir après avec les différentes classifications. Donc, c'est une pénicilline M, comme l'oxacilline et les autres, donc, qui n'est pas sensible aux pénicillinases. Donc, les pénicillinases ne peuvent pas dégrader la méticilline. Donc, la solution à ces pénicillinases, ça a été la méticilline. Mais aussi, même chose, 2 ans plus tard, en 1961, on a eu l'apparition des métiers, des souches de staphylocoque résistants à la méticilline. Donc voilà, les bactéries, on dirait que c'est une course contre la montre. Chaque fois qu'il y a la production d'un antibiotique, et la production des antibiotiques, comme vous le connaissez, ça prend des années. Donc les antibiotiques, les bactéries, eux, elles s'adaptent rapidement. Et ça, c'est bon, le micro est fermé. Donc ça, c'est dû à l'utilisation, au mésusage qu'on fait des antibiotiques. Et voilà, on va y revenir après sur les causes. Et maintenant, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a l'escalade de la multirésistance, voilà, à l'apparition des bactéries multirésistantes, euh, voilà, avec même les autres familles d'antibiotiques. Alors, donc, les différentes familles d'antibiotiques, parlons-en. Donc, on a l'habitude de classer les antibiotiques en différents critères. Voilà. Mais la critère la plus utilisée, c'est selon le mode d'action. Donc, ainsi, nous avons donc les antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne, c'est les bêta-lactamines, voilà, et la vancomycine, c'est les glycopeptides, voilà, la phosphomycine. Nous avons aussi les inhibiteurs de la synthèse de la membrane plasmique, cytoplasmique, avec voilà, les polymyxines et les peptides cycliques. Le plus grand, bon, les plus grandes familles, je dirais, ils appartiennent aux antibiotiques qui inhibent la synthèse euh, qui inhibent la synthèse protéique, donc qui inhibent la traduction. C'est le cas des macrolides, des aminosides, des phénicolés, voilà, etc. Aussi des tétracyclines. Il y a aussi ceux qui inhibent l'ADN, la synthèse de l'ADN avec les quinolones, là, et autres mécanismes, inhibition des folates ou bien voilà, des dérivés essentiels comme voilà, les sulfamides et autres. Donc voilà les différentes familles. Nous avons tout d'abord, comme on l'a dit, nous avons les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines sont composées de plusieurs sous-familles, mais de plusieurs classes. Nous avons tout d'abord les pénicillines, qui sont faciles à connaître. C'est en général les mots qui sont les antibiotiques qui sont terminés par cyline. Donc voilà, voilà, ou bien oxycyline, cyline du moins, si je dirais, les préfixes conservés, les suffixes conservés. Nous avons la pénicilline G qui était la première qui a été découverte donc par notre sœur Alexander Fleming, les amoxicillines, les oxacillines, piperacillines, piperacillines, etc. Nous avons aussi les céphalosporines qui sont des antibiotiques, je dirais, de deuxième niveau par rapport aux pénicillines qui sont voilà, aussi très utilisées en thérapeutique avec la céfoxytine, la ceftriaxone, voilà, la ceftazidime. On parle de 5 céphalosporines de première génération, deuxième, troisième, quatrième, voire même les cinquièmes. Bon, qu'on n'a pas encore au Sénégal, mais bon, espérons qu'on les aura bientôt parce on en a réellement besoin. Donc, à côté de ça, donc, nous avons les carbapénèmes. Les carbapénèmes, en fait, ce sont nos antibiotiques de dernier recours, en fait. C'est notre, voilà, c'est notre dernière défense. Et les bactéries qui résistent à ces molécules-là sont véritablement les plus redoutables.
À côté de ça aussi, nous avons les aminosuites, comme on l'a dit, avec des agents comme l'amicacine, la tobramycine, la gentamicine. Les quinolones, la liste n'est pas exhaustive, hein. Voilà, c'est juste un rappel. Les quinolones avec l'acide nalidique, avec les ciprofloxacines, les lévofloxacines, etc. Nous avons aussi les macrolides apparentés avec l'érythromycine, la clarithromycine, voilà, et l'incomycine. Et aussi les autres familles, voilà, qu'on ne peut pas être exhaustif. Il y a beaucoup d'antibiotiques et on ne peut pas tous les retenir. Mais aussi, il faut noter aussi les antituberculeux parce que le bacille, la bactérie qui est responsable, voilà, a une résistance avec la rifampicine et qui est aussi, voilà, un des problèmes de santé publique aujourd'hui dans l'antibiorésistance. Alors, les mécanismes de résistance, comme on le voit ici avec les différentes. Maintenant, donc, on va parler des mécanismes de résistance avec les différents types maintenant, les mécanismes biochimiques qui, voilà, qui expliquent la résistance bactérienne. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle l'inactivation enzymatique. L'inactivation enzymatique, comme on le voit ici, je vais prendre un peu le pinceau. Donc, comme on le voit ici, c'est des enzymes qui sont produits par la bactérie et qui permettent d'inhiber les, les antibiotiques, d'hydrolyser les antibiotiques et ainsi l'antibiotique ne va pas se fixer sur sa cible et voilà, va être détruit, ne sera pas efficace. C'est un mécanisme qui est très utilisé par les bactéries, notamment par les bacilles à gram négatifs, aussi par le staphylocoque avec les pénicillinases. Nous avons aussi la modification de la cible. La modification de la cible, l'antibiotique, il faut la considérer comme une clé. Et une clé a besoin d'une serrure. Et aujourd'hui, le mécanisme qu'utilise cette bactérie-là, c'est de modifier la serrure. Ainsi, l'antibiotique qui est utilisé donc ne pourra pas se fixer sur la serrure et ne sera pas efficace. Ça aussi, c'est une méthode qu'utilisent les bactéries avec la modification de PLP et donc la résistance à la méticilline. Ça aussi, c'est ce mécanisme-là qui l'explique. Nous avons aussi l'imperméabilité sélective de la membrane due à la modification, mutation des porines, qui permet donc qui ne permet pas donc l'entrée de certaines antibiotiques à l'intérieur de la bactérie. Ainsi, ils ne se fixeront pas sur leur cible et voilà, ils ne seront pas efficaces. Et en dernier, nous avons le dernier mécanisme qui n'est pas très, comment dire, utilisé par beaucoup de bactéries, mais seulement par des bactéries redoutables, à savoir le Pseudomonas aeruginosa, et Acinetobacter et certaines entérobactéries. C'est un mécanisme quand même qui est rare, mais qui existe. C'est-à-dire, l'antibiotique entre bel et bien à l'intérieur de la bactérie. Il y a un pompe qu'on appelle un pompe d'efflux actif qui va refouler l'antibiotique à l'extérieur donc de la bactérie. Donc voilà les différents mécanismes, donc avec l'inactivation enzymatique, avec les bêta-lactamases. Donc les bêta-lactamases, comme on le rappelle toujours, ce sont des enzymes qui inhibent les bêta-lactamines. Donc voilà, les enzymes qui inhibent les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, faut les considérer comme des missiles, par exemple, si je peux faire une analogie un peu grossière. Et les bêta-lactamases sont des contre-missiles que la bactérie utilise. Et aujourd'hui, il n'est pas rare en pharmacie de voir ce qu'on appelle les inhibiteurs de bêta-lactamase, qu'on associe aussi à ces bêta-lactamines pour contrecarrer les bêta-lactamases, comme l'acide clavulanique, les tazobactam, et l'avibactam, etc. Donc voilà. La modification de cible aussi avec la modification des PLP avec le fameux Staphylococcus aureus qui est résistant à la méticilline, qui est un véritable problème de santé publique. L'imperméabilité aussi sélective vis-à-vis de certaines molécules par la mutation des gènes de porine, ce qui est observé chez les bacilles à gram négatifs, vu qu'il n'y a que les bacilles à gram négatifs qui ont des porines avec la membrane externe. Et en dernier, le phénomène de efflux actif avec le système de pompe, voilà, qui va expulser la bactérie à l'extérieur, donc du milieu extérieur. Donc, on va continuer donc avec les bactéries qui sont dites multirésistantes. Pour cela, l'OMS a classé ces bactéries selon l'urgence
de trouver des niveaux de priorité pour la recherche de nouveaux médicaments. Donc, on les a classés en différents niveaux. Il y a les bactéries qui sont de priorité critique. En général, ce sont des bactéries qui résistent au carbopénem. Je vous l'avais dit tantôt, les carbopénem sont considérés comme aujourd'hui comme nos derniers recours en matière d'antibiotiques, donc de thérapeutique contre ces bactéries. Ça fait partie des antibiotiques les plus efficaces. Donc, pour traiter un bon nombre de bactéries qu'on rencontre en clinique et qui sont hyper résistants aux autres familles. Donc, les bactéries qui sont résistantes à ces molécules, donc, nous font face véritablement à une impasse thérapeutique. Donc, voilà. Donc, eux, ce sont ce qu'on appelle les superbactéries d'un côté, voilà, de manière générique. Bon, en premier lieu, donc, nous avons comme des bactéries comme Acinetobacter, qui est un véritable champion dans la résistance et qui cause beaucoup de problèmes dans les hôpitaux, notamment avec les infections nosocomiales, et plutôt avec les infections qui sont associées aux soins. On retrouve aussi Pseudomonas aeruginosa, voilà, et les enterobactéries aussi qui sont résistants au carbapénème. Ça commence aussi à être beaucoup. Les fameux EPC, les enterobactéries produisent de carbapénémase. Donc, sur la liste de priorités élevées, on retrouve aussi les Enterococcus faecium, le staphylocoque, le fameux SARM, voilà, les Neisseria gonorrhoeae qui sont, voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà. Vous avez un peu une idée voilà, des bactéries qui sont résistants, qui sont multirésistants, voilà, et qui posent véritablement des problèmes de santé publique. Alors, là, ce sont des données qui font un peu froid dans le dos. Ça, c'était une étude de Lancet, qui est une revue littéraire anglaise, et qui retrace, selon cette étude de Lancet de 2019, donc l'antibiorésistance a directement causé 1,55 million de personnes, la mort de 1,55 million de personnes au niveau mondial. Pour vous donner une idée, c'est plus que le nombre de décès causés par le sida et le paludisme réunis. Et au total, près de 6 millions, bien plus de 6 millions de décès qui sont associés à ce phénomène de résistance, d'antibiorésistance. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Et si les tendances se maintiennent, donc d'ici 2050, nous pouvons aller à des chiffres folles jusqu'à 39 millions de décès. Donc, vous voyez, c'est un problème de santé qui est urgent à, à trouver des solutions, sur lesquelles on doit trouver des solutions immédiates et pérennes. Donc, on va parler des causes de cette résistance aux antibiotiques. Donc, pour l'antibiorésistance, il faut savoir que c'est un phénomène qui est évolutif et naturel. Les bactéries ont commencé à résister bien avant l'avènement de la pénicilline. Donc voilà, c'est un phénomène qui est naturel. C'est la fameuse loi de Darwin, c'est la sélection naturelle. Les organismes qui sont les plus aptes, donc qui sont plus adaptés au milieu, c'est eux qui survivent et les autres non. Donc que ce soit les antibiotiques ou autres, les bactéries auront toujours comment dirais-je, un mécanisme de défense. Voilà. Ils vont toujours essayer donc, du moins, de trouver un mécanisme de défense pour contrecarrer. Mais le problème qui se pose, ce qu'on appelle la principale cause de cette antibiorésistance qui est due à l'humain, c'est la pression de sélection. C'est le fait que nous, on expose, je dis nous, j'inclus tous les acteurs, hein, que ce soit les patients, les médecins, les pharmaciens, consorts, les agents de santé et aussi les patients. Nous exposons ces bactéries-là aux antibiotiques. Ce qui fait que plus les bactéries sont exposées, plus les souches résistantes ont de chances d'émerger. Voilà. Et faut comprendre aussi que c'est pas, voilà, c'est pas l'antibiotique qui cause véritablement qui provoque la résistance au niveau de la bactérie. Mais quand on utilise des antibiotiques de manière anarchique et non contrôlée, les bactéries apprennent, surtout si c'est en sous-dosage, les bactéries apprennent donc à résister de manière, voilà, à s'adapter à l'antibiotique. Et ainsi, ils vont développer des mécanismes, comme on l'a vu, biochimiques qui vont les permettre d'échapper, voilà, à ces antibiotiques-là. Et là,
la principale cause, comme on l'a dit, c'est le mésusage en médecine humaine. Premièrement, nous avons la prescription excessive d'antibiotiques pour tout et n'importe quoi. Pour un simple rhume, donc on va prescrire un antibiotique. Voilà, pour un grippe, des infections virales. Donc on sait d'emblée que ces antibiotiques ne vont pas fonctionner. Donc le mieux, c'est de faire des prélèvements. Et donc on va y revenir avec les solutions. Donc faire un prélèvement et de laisser ça au labo. Ainsi, l'antibiogramme pourra décider de quel antibiotique dont on a besoin pour traiter. Mais aussi, ça aussi, c'est un problème parce que les labos ne sont pas partout, surtout au Sénégal. Les labos de bactériologie ne sont pas, voilà, on les trouve pas dans tous les coins de rue. Alors, il y a aussi l'interruption d'une antibiothérapie avant la fin de la durée qui est prescrite. Ça aussi, c'est un problème. Donc, ça amène au sous-dosage qu'on a dit. Les bactéries, il y a des gens qui, dès les gens qui se sentent mieux, ils vont arrêter de prendre les antibiotiques. Et là, il y a des bactéries, bien que la plupart ont été détruites, mais il y en a qui restent encore et qui vont s'adapter et ils vont donner encore ultérieurement des infections qui sont plus sévères, vu que ils auront déjà appris à lutter contre, voilà, à développer des mécanismes de résistance contre l'antibiotique en question. Aussi, la question de l'automédication, bon, ça nous concerne tous, hein, qui n'a pas, qui n'a pas été tenté donc pour un simple rhume ou bien une simple grippe, de prendre, voilà, d'aller piocher dans l'armoire à la pharmacie et de prendre des antibiotiques. Voilà, ça c'est des gestes anodins qu'on fait tous, mais qui sont, qui accentuent ce phénomène de pression de sélection. Donc voilà. Nous avons aussi cette exigence en médecine animale. Donc en élevage, cette question-là interpelle surtout les éleveurs avec le traitement des animaux. Le traitement de ces animaux malades, c'est une situation qui est recommandée. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des éleveurs qui utilisent les antibiotiques en prévention comme des promoteurs de croissance. Et là, ça, soi-disant, pour faire grossir euh, les bêtes, pour pouvoir voilà, avoir beaucoup plus de viande. Et, voilà. Et le problème qui se pose, c'est que ces antibiotiques-là vont rester dans le corps de l'animal, donc dans la viande et tout. Et nous, êtres humains, nous allons consommer ces viandes-là. Cette viande-là qui contient des substances, des résidus d'antibiotiques. Et là aussi, même chose, on, voilà, on habitue nos bactéries à ces antibiotiques-là sous-dosés et qui vont faire la pression de sélection toujours et favoriser donc l'émergence des bactéries multirésistantes. En Europe, cette utilisation euh, des antibiotiques en élevage est complètement interdite et soumis à restriction, surtout pour le traitement des animaux malades. Le traitement des animaux malades, c'est pas, ça ne pose pas un problème. Mais l'utiliser en prévention comme promoteur de croissance, c'est ça qui est interdit. Autre cause aussi, nous avons la dissémination dans l'environnement. Donc, les résidus d'antibiotiques qui restent à la maison, qui sont voilà, retrouvés au niveau des eaux usées, des sols. Aussi, ça va aussi voilà, constituer un réservoir de gènes de résistance qui vont tôt ou tard revenir à l'homme. Donc, face à toutes ces causes de résistance, donc maintenant nous allons parler des stratégies de lutte que nous disposons et des nouvelles approches qui peut-être on va vers, parce qu'au Sénégal, vous savez, on est très en retard avec, voilà, surtout dans le domaine de la recherche. Donc, on va essayer de faire avec ce qu'on a, malheureusement. Donc, la stratégie de lutte, c'est la stratégie One Health, donc l'approche One Health, qu'on appelle une seule santé. Donc, puisque le problème est interconnecté, donc entre, comme vous le voyez sur cette image, entre la santé humaine, la santé animale, mais aussi l'état de notre environnement, la solution aussi doit l'être, donc doit être interconnectée. Donc, c'est ça le principe One Health. Donc, on ne peut pas régler le problème de l'hôpital si on ne s'occupe pas de ce qui se passe donc chez les animaux, donc dans les fermes. Donc, c'est une approche qui se doit d'être globale et indispensable.
donc, car elle intègre la santé humaine, donc animale, et celle de l'environnement. Et les stratégies vont de la prévention des infections, mais aussi à la recherche de nouveaux traitements. Voilà. Donc, comme on l'a dit, les stratégies vont de la prévention à la recherche de nouveaux traitements. D'abord, on va commencer donc par le bon usage et la prévention des infections. Le bon usage des antibiotiques et la prévention des infections. Alors, parmi les stratégies, on a l'usage prudent et raisonné des antibiotiques. Donc, cela inclut que il ne faut pas utiliser, il faut utiliser seulement les antibiotiques que lorsque ils sont prescrits par un professionnel. Donc, de toujours terminer le traitement, de respecter la durée qui est prescrite, même si l'on se sent mieux. Et aussi, ça, c'est pour les professionnels, de cibler plus leur prescription. Savoir donc comment dirais-je, de demander des examens bactériologiques, donc attendre l'antibiogramme, si ce n'est pas des cas urgents, bien sûr, avant de traiter, les malades. Alors, la prévention des infections, donc le meilleur moyen de combattre, euh, comment dire, de traiter ces infections, c'est de ne pas les contracter. Voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne le dira jamais assez. Donc, la prévention de ces infections, ça passe d'abord par les mesures individuelles, donc d'hygiène, le lavage des mains, voilà, éviter les infections, les bactéries voilà, qui sont partout, comme vous le savez. La vaccination aussi, ça a un effet indirect avec les vaccins, voilà, surtout chez les enfants avec la vaccination contre le pneumocoque ou bien l'hémophilus influenza. Donc, ça peut aussi avoir un effet indirect. Mais l'effet indirect ici, c'est la vaccination contre les infections virales. Comme vous le savez, dans les infections virales, on peut avoir des surinfections bactériennes. Et là aussi, ça peut entraîner donc, la prescription d'antibiotiques. Donc, se faire vacciner contre les différentes infections virales comme la grippe, voilà, ça aussi, ça permet indirectement donc de rationaliser l'utilisation de ces antibiotiques. Nous avons aussi la surveillance et les politiques de santé publique qui doivent être. Donc ça, c'est une question qui interpelle nos autorités. À savoir, il faut des organismes, voilà, de surveillance, mais aussi les politiques de santé, c'est-à-dire promouvoir, comment dirais-je, la recherche, mais aussi l'utilisation, voilà, euh, mais aussi, voilà, comme on dit, promouvoir l'installation des labos de bactériologie donc, à travers le pays. Donc, ne pas seulement les concentrer à Dakar, et voilà, avoir un plateau technique de surveillance, mais aussi pour pouvoir faire des antibiogrammes de qualité. Et ainsi, voilà, rendre des résultats qui sont fiables. Donc, nous avons des nouvelles approches. Bon, les nouvelles approches, il y a bien sûr l'investissement durable dans l'innovation pour toujours. C'est un problème pour les pays qui sont en voie de développement comme les nôtres, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est une question qui interpelle toujours les autorités. Donc, dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments, nous avons une approche aussi qui est un peu innovante avec la phagothérapie, qui est l'utilisation de bactériophages. Les bactériophages, en fait, ce sont des virus. Ce sont des virus. Bon, si on traduit littéralement, ça voudrait dire des virus qui sont mangeurs de bactéries. Mais c'est des projets, c'est des innovations qui sont très avancées de recherche et qui vont bientôt peut-être voilà, être introduits en thérapeutique. Donc, le principe, c'est d'utiliser des virus qu'on appelle des bactériophages et qui vont infecter et détruire spécifiquement des bactéries données. Il y a aussi la solution des anticorps monoclonaux. Ça, c'est un effet tamponnage, donc avec cibler des antigènes bactériennes d'adhésion ou bien voilà, des toxines qui vont neutraliser ces bactéries-là et donc ne pourront pas être virulents chez l'homme. Alors, pour finir, je voudrais vous lire quelque chose. Alors, ces mots n'ont pas été écrits hier,
mais en 1945, par l'homme qui a découvert la pénicilline lui-même, Sir Alexander Fleming, qui disait, qui s'alarmant donc, voilà, faisait une petite mise en garde, disait que je crains que si la pénicilline est en vente libre, les patients ne s'essayent à l'automédication et ne prennent pas les doses suffisantes. En cas de dose trop faible, les microbes ne sont pas tués et ils risquent d'apprendre à résister à la pénicilline. Donc, voici quelques règles pour l'usage de la pénicilline. Premièrement, ne l'utilisez que sur des microbes appropriés. Deuxièmement, utilisez-la de manière à ce qu'elle soit en contact avec le microbe. Troisièmement, prenez-la en dose suffisante. Et quatrièmement, prenez-la assez longtemps pour tuer le microbe. Comme on le voit ici, il avait tout vu, tout compris. Et il y a presque de cela 80 ans, on peut dire. Donc, il nous a donné seulement le mode d'emploi, donc à nous de l'appliquer et donc de, voilà. Alors, on en vient à la fin de cette présentation, donc de ce webinaire. Et en conclusion, nous dirons que l'antibiorésistance est un défi complexe, mais ce n'est pas une fatalité parce que nous avons l'approche One Health qui est là et qui est nécessaire donc, pour lutter contre l'antibiorésistance. Mais cette approche aussi nécessite la mobilisation de chacun d'entre nous. Tous les acteurs sont concernés, que ce soit les patients, les médecins, les microbiologistes, les éleveurs, voilà, avec la santé animale, mais aussi les autorités, surtout nous dans le cas des pays en développement. Voilà. Mais aussi, voilà. Donc, préserver l'efficacité de ces antibiotiques n'est pas seulement un enjeu médical, hein. Voilà. C'est bien beau comment dirais-je, de jouer à cache-cache avec les bactéries, mais aussi c'est un devoir que nous avons envers les générations futures. Voilà. Donc, merci pour votre très aimable attention, Fatima. Merci beaucoup, cher maître, pour cette brillante présentation. Je pense Merci que à vous. maintenant, on peut passer à la deuxième partie. S'il y a des questions ou des suggestions, nous sommes à l'écoute. Alors, si vous avez des questions, on vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Ahmad. Oui, merci beaucoup, docteur Baquet, pour cette brillante présentation sur les antibiotiques. En fait, moi, j'avais deux questions. Mhm. La première question, c'était est-ce qu'il y avait une liaison entre l'antibiothérapie utilisée par les vétérinaires sur la résistance à l'homme? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui différencie multirésistance, pan-résistance et une résistance croisée? Je crois que vous avez eu le temps de noter les deux questions. Oui, la première, c'est la liaison entre la médecine vétérinaire et l'utilisation des antibiotiques et aussi Voilà, l'impact sur la médecine humaine, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et la deuxième, c'est la différence entre résistance et résistance croisée. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Je Merci. réponds au fur et à mesure, Fatima, ou bien on prend toutes les questions? Je pense que je peux répondre directement, non? Oui, oui, vous pouvez répondre directement. Après, on va prendre les autres questions. Bon, merci, docteur Ahmad, pour ces questions. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, la liaison entre la médecine vétérinaire, l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire
Et l'impact chez l'homme, c'est comme je l'ai dit. En fait, les éleveurs, ils ne respectent pas les périodes. Ça veut dire quand tu donnes un antibiotique à, par exemple, à un bétail du moins, il faut attendre un certain délai avant, donc avant d'abattre l'animal. Donc, pour que l'antibiotique puisse être éliminé de l'organisme de l'animal. Mais si on abat ces animaux avant, avant l'élimination complète de ces antibiotiques, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va manger de la viande, nous les humains, mais aussi on va ingérer des antibiotiques. Ces résidus-là, on va les consommer et ils vont être en contact avec certaines bactéries. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'entraîner à développer des résistances contre ces antibiotiques. Voilà. Donc, ça favorise aussi ce qu'on appelle la pression de sélection. C'est pas ça qui cause directement, parce que les antibiotiques, les bactéries, comme on l'a dit, ils ont résisté pendant des années, voilà, des millénaires avant Fleming même. Donc, ils continuent de retrouver toujours des mécanismes de résistance. Mais le fait de les exposer à ces antibiotiques, c'est ça qui favorise la pression de sélection. Voilà. J'espère que c'est bon pour votre première question. Alors, oui, Ahmad. Oui, si, très satisfait. Merci. Et la deuxième question, c'est concernant la différence entre les résistances simples et les résistances croisées. Bon, pour cela, je pense que je vais seulement vous dire qu'est-ce que c'est la résistance croisée. Par exemple, on a parlé tantôt de la résistance à la méticilline. Vous voyez la résistance à la méticilline. Donc, quand une bactérie vient, ici on va préciser, quand un staphylocoque résiste à la méticilline, qu'est-ce qui va se passer? Le mécanisme de cette résistance, c'est une modification de la PLP. La PLP, c'est les protéines qui liant les pénicillines. C'est-à-dire c'est sur ces protéines-là que se fixent les pénicillines et qui vont exercer leur effet antibiotique. Maintenant, si on modifie ces PLP, qu'est-ce qui va se passer? Et tu sais, et on sait que tous les bêta-lactamies, ils vont se fixer sur ces PLP. Donc, quand la bactérie modifie ces PLP, qu'est-ce qui va se passer? Donc, toute cette famille d'antibiotiques-là voilà, est out. On ne peut plus les utiliser parce que aucun de ces antibiotiques ne va se fixer sur, voilà, sur la PLP et exercer son action. Voilà. Merci, docteur Ramad, pour votre question. J'espère que vous êtes satisfait des réponses. Ou si vous avez aussi des recommandations ou bien des choses à Mm. ajouter, on est là aussi. On est preneur. Non, merci beaucoup. C'est très clair. C'est très clair. Merci. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci, docteur, pour ces différentes questions un peu répondues. Il y a d'autres intervenants, vous pourrez prendre la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, Daouda. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va. Merci beaucoup et donc merci à la brillante présentation que vous nous avez fait. C'est un sujet aussi d'actualité, un sujet très important. Un sujet que vraiment tout personnel de santé, médecin, biologiste, pharmacien doit s'y intéresser. Parce que pour ceux qui fréquentent souvent les laboratoires, on a tendance à voir que la résistance bactérienne a commencé à prendre une fléau donc aussi important. Donc du coup, on a vu que même sur les prévalences que l'OMS a fait, il nous a livré que 60% des infections liées aux soins, c'est-à-dire les infections nosocomiales, sont dues aux bactéries multirésistantes. Et si nous revenons en arrière aussi au Sénégal en 2017, déjà en 2017, on avait réalisé une étude à la CSI Le Dantec. On avait dit qu'il y a une prévalence de 26% des enterobactéries. Et si vous connaissez beaucoup les enterobactéries, on sait que les enterobactéries causent pratiquement 80 à 70% des infections bactériennes. Donc, on a même dit qu'il y a aussi 5,1% des cysts productifs de carbophénamase. Donc, alors que si on réfère bien les carbophénamases, pratiquement ce sont des antibiotiques, comme vous l'avez dit tantôt dans votre exposé. Souvent, ce sont des antibiotiques qu'on utilise souvent parce que la résistance n'était pas beaucoup aussi importante. Bon, la question que je pose, parce que normalement au Sénégal, avec la Commission nationale de surveillance,
des résistances bactériennes, il y a une commission qu'on a mise en place. Est-ce que vous avez actuellement des données donc qu'on a mises en place pour savoir par rapport aux différentes CSI, bien par rapport aux différents hôpitaux, quelles sont les données qu'on a encore sur place? Si vous avez des informations sur ça ou pas. En plus, ma deuxième question est, on sait que la résistance avec les bêta-lactamases est principalement due à la production de bêta-lactamases spectre étendu. Oui. Et souvent, ce sont des enzymes qui hydrolysent les pénicillines et les céphalosporines. À l'exception peut-être des céphamycines, ça veut dire que les céphapèmes, quoi. Par exemple, si on prend l'exemple des céphocytines et les céphatétames. Mais souvent, on dit que les BLC-là présentent des résistances associées aux fluoroquinolones et aux aminosides. Et nous voulons savoir sur ça. Bon, comment vous pouvez nous expliquer, puisque vous avez creusé beaucoup sur le sujet, comment vous pouvez nous expliquer ces résistants associés-là, les BLCE par rapport aux fluoroquinolones et aux aminosides? Bon, je pense que ce sont ces deux questions-là que je voulais avoir des éclaircissements. Bon, si vous en avez, je voudrais avoir vraiment des éclaircissements par rapport à ça. D'accord. Merci pour votre intervention. Très enrichissante et très informative. Alors, pour votre première question concernant les données sur les hôpitaux, je dois dire que j'ai pas des données factuelles aujourd'hui qui retracent les différentes. Voilà. Ça, c'est le travail normalement des autorités qui doivent mettre à jour ces genres de et les mettre à disposition des personnels. Mais bon, pour votre deuxième question, donc concernant la multirésistance, notamment vous avez parlé des BLC, j'en ai pas parlé sur ma présentation. Je voulais pas encombrer tout le temps parce que c'est un sujet qui est très complexe aussi. Exactement. Voilà. Donc les BLC, pour ceux qui se demandent, c'est les bêta-lactamases à spectre étendu. Donc c'est des bêta-lactamases, mais un peu particuliers, mais qui inhibent la plupart des bêta-lactamines, à l'exception des carbapénèmes et des céphamycines qui sont moins sensibles à ces enzymes. Donc, comme je l'ai dit, je pense que ça, c'est une question d'évolution. Je ne pense pas qu'il y ait une liaison directe entre ces bêta-lactamases et la résistance aux fluoroquinolones. Les gènes sont différents, les mécanismes sont différents. Mais juste savoir que, comme je l'ai dit, les bactéries sont hyper solidaires. Et les bactéries qu'on rencontre en clinique aujourd'hui, surtout dans les infections nosocomiales, c'est des bactéries qui ont vécu des siècles d'évolution et voilà. Aujourd'hui, ils ont un arsenal très développé contre les antibiotiques. Donc, c'est une question de probabilité, je dirais. Donc, la probabilité d'avoir des bactéries résistantes aux bêta-lactamines, aux fluoroquinolones est plus important chez les bactéries qui développent des bêta-lactamases à spectre étendu, comparé aux souches sauvages, je dirais. Voilà. Pour moi, c'est une question de probabilité et une question d'évolution, mais pas une liaison directe. Voilà. Mais les études montrent que, bien sûr, que quand on fait les différentes études, il y a une sorte de corrélation. Mais pour moi, il n'y a pas une liaison directe. Mais c'est juste une question de probabilité. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi pour votre intervention. Merci beaucoup, docteur. Je pense que la réponse a été assez claire. S'il y a d'autres intervenants, vous pouvez prendre la parole. Il y a mon cher maître qui est là, quoi. Ah bon? Oui, bonsoir. C'est le grand docteur, le grand microbiologiste. Bonsoir. Machallah. Merci beaucoup, docteur Mbaké. Merci beaucoup à vous aussi. Pour la présentation, ça a été brillant, clair et concis. Merci. Nous remercions aussi l'association Ngaye Mékhé Santé pour cette activité. C'est très intéressant. Je n'avais pas une question, mais juste une intervention pour appuyer quand même le niveau à laquelle ce sujet reste intéressant et très important dans notre société aujourd'hui. L'antibiorésistance, c'est un problème, ça reste un problème de santé publique majeur. Et aujourd'hui,
si rien n'est fait, je pense que dans peu de temps, ou bien pas longtemps, les bactéries vont nous éliminer. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est plus facile de trouver une bactérie pas résistant ou multirésistant que de trouver une souche sauvage. Moi, par exemple, au laboratoire, quand on m'amène une bactérie souche sauvage, je me pose des questions. Ça, c'est vrai. Je suis trop surpris quand je vois une souche sauvage ou même une résistance faible. Je suis trop surpris. C'est très rare. Comment c'est vrai. c'est possible? Ouais. Tellement qu'on a des bactéries qui sont très résistantes. Je pense Maintenant, que c'est comme les vous plus l'avez fréquents. suggéré, hein, oui, la solution, d'abord, c'est de préserver les molécules que nous avons. Oui. Vous savez, le développement de nouvelles molécules, c'est assez rare et en général, lorsqu'il est développé en première, ça coûte trop cher. Le mieux que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de préserver les molécules que nous avons. Et comme vous l'avez dit, ça commence d'abord par le bon usage. Ouais. Et le bon usage, c'est quoi? C'est d'abord utiliser la bonne molécule. Exactement. La bonne molécule, la bonne voie, la bonne dose et la durée nécessaire pour le traitement. Exactement. Ce sont ces points-là à respecter. Et si vous utilisez une mauvaise molécule, aussi longtemps que ce sera le traitement, ça sera inefficace. Si vous utilisez la bonne molécule avec une dose qui n'est pas suffisante, donc ça ne va pas passer. Si vous l'utilisez sur une voie qui n'est pas adaptée, aussi ça sera de même. Vous aurez un échec thérapeutique. La bactérie, comme vous l'avez dit, va s'habituer à la molécule et va développer encore des mécanismes de résistance. Deuxième point, c'est d'abord, et pour ça aussi, les prescripteurs, s'il y a des médecins, oui, il y en a plein. Oui, vous pouvez pas, par exemple, moi je vois des médecins qui mettent au premier contact de l'amicacine. L'amicacine, oui. Oui, l'amicacine aujourd'hui c'est un trésor, il faut qu'on la préserve. C'est un dernier recours. Oui, vous ne pouvez pas mettre un traitement probabiliste. Dès le départ, vous mettez amicacine. Dès le départ, vous mettez le patient sous imipenem. Ça risque, qu'est-ce que ça fait? Ça va marcher pour certains malades, mais parfois c'est inutile. Parce que vous pouvez avoir une bactérie qui n'est pas assez résistante, vous utilisez de l'amicacine. À la longue, d'ici 10 ans, on ne pourra plus l'utiliser. Les bactéries vont s'habituer et on ne pourra plus les utiliser. Donc, ces molécules-là, ces grosses molécules-là, il faut qu'on les préserve au mieux. Attendre que ça soit nécessaire pour les mettre en marche. Et aussi respecter la durée. Pour les pharmaciens aussi, de ne pas conseiller les antibiotiques au premier jour. Tu vas à la pharmacie, grippe, tout ce que tu as, on se donne un antibiotique. Surtout avec l'avènement de la COVID, tu entends des molécules de l'azithromycine. Maintenant, c'est comme des bonbons. Ça aussi, il faut qu'on y veille ensemble. On est dans un pays sous-développé. Les petits mécanismes que nous avons, c'est au moins de préserver. Sinon, d'ici un certain temps, on aura un problème avec la prise en charge des infections bactériennes. Ça aussi, il faut y veiller. Deuxième point, peut-être pour apporter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la résistance avec les bêta-lactamases à spectre élargi, l'association avec les fruits économiques. Oui, c'est une probabilité. Ce n'est pas une liaison directe, fixe, mais en général, si la bactérie a une résistance avec une bêta-lactamase, le plus souvent, il développe une résistance au quinolone et aux aminosides. C'est des résistances associées. Associées, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas, mais les études ont montré que si une bactérie possède une gène productrice de bêta-lactamase à spectre élargi, le plus souvent, il possède aussi une autre gène qui lui confère une résistance aux phyllorecolone et d'autres gènes qui lui confèrent une résistance aux aminosides. C'est fréquent, c'est des mécanismes très associés. Il y a bêta-lactamase, il y a aussi d'autres mécanismes de résistance et aux phyllorecolone et aux aminosides. Ça, c'est très fréquent. Nous vous remercions pour cette présentation très utile et qu'on a suivi avec très grand intérêt. Oui. En tout cas, merci à vous aussi, cher maître, pour votre contribution. Merci. D'accord, merci beaucoup. On est très fiers. Hein? Merci beaucoup. Je suis très fier aujourd'hui de vous avoir entendu parler avec tant de précision, avec une clarté vraiment. Ça passionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup, docteur, pour cette intervention. On vous remercie énormément.
Alors, s'il y a d'autres questions ou d'autres contributions à faire, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Doc. Oui, Oui, docteur. bonsoir. Ok, ok, merci beaucoup, docteur Ibrahima, qui a fait une précision sur ma question. Et vraiment, vraiment, c'est satisfait vraiment pour la question que vous avez répondu. Donc, bon, je ne sais pas, est-ce que j'ai droit encore à d'autres questions ou pas, parce que c'est un sujet aussi intéressant, Oui, vraiment, c'est voilà. Donc, je voudrais aussi, parce qu'on a fait un constat, souvent on a fait un constat comme quoi, dans les services de réanimation, comme dans les services néphrologie, on constate souvent qu'il y a les infections nosocomiales, telles que les bactéries multirésistantes, telles que les pseudomonas. On les rencontre souvent dans les services de réanimation, comme dans les services de neurologie. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une liaison entre la résistance bactérienne et les voies d'administration des antibiotiques? Est-ce qu'il n'y a pas une liaison entre les deux? Parce que souvent, on note que parfois, il y a certains services comme les réanimations, comme que je parle tout à l'heure, les services néphrologie, on constate souvent des infections nosocomiales avec des bactéries multirésistantes même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une liaison entre les voies d'administration et les voies d'administration des médicaments et les résistances de ces bactéries-là? Bon, ma deuxième question, ça intéresse peut-être les biologistes qui sont dans le groupe. Donc, parce que, bon, souvent, on note que dans les laboratoires, là, il y a certains liquides, par exemple les liquides de ponction. On voit que souvent, parfois, on note des liquides de ponction qui sont beaucoup plus lentes. Voilà, des liquides de ponction qui sont beaucoup plus lentes même. Mais après l'examen bactériologique, on voit que, bon, c'est stérile par rapport aux différentes milieux de culture qu'on utilise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ça aussi, ça ne peut pas favoriser donc la résistance de certaines bactéries? Et quels moyens que vous nous proposez donc pour essayer d'éradiquer ces genres de fléaux-là? La Donc, ce deuxième sont ces deux question, questions. je n'ai pas très compris la deuxième question, s'il vous plaît, docteur. Oui. La deuxième question, je dis par rapport, parfois Au dans les liquide de laboratoires fonction. d'analyse médicale, Mhm. ah, c'est bon. Oui, Je c'est dis, bon. Ouais, oui. Je dis au niveau des laboratoires d'analyse biologie médicale, ouais. parfois, bon, on constate beaucoup que pour les liquides fonctions là, par exemple les fonctions articulaires, les fonctions pleurales acitées, j'espère, etc., les fonctions, ces genres de fonctions là, on a parfois, on voit des liquides fonctions beaucoup plus lentes et beaucoup troubles. Mhm. Mais au niveau des laboratoires, là, bon, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour étudier ces liquides-là. Parce que souvent, on a des liquides plus lents, mais on fait l'ensemencement pendant 48 heures ou pendant 72 heures, mais ça revient négatif. Donc, est-ce que, bon, il n'y a pas de moyens donc, pour essayer de trouver des solutions? Bon, les moyens que vous pouvez nous proposer, parce que, bon, je pense que ça peut aussi amener des liaisons avec la résistance de certaines bactéries-là. Donc, quelle proposition que vous pouvez nous faire par rapport à ça? D'accord. Donc, les liquides de ponction et la résistance. Et la résistance, oui. Et aussi la question Les voies de ne, d'administration et la résistance aussi. de ne pas avoir aussi des cultures qui sont positives avec ces Oui, liquides. avec ces liquides souvent. C'est très souvent le cas, c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites. Mhm. Mhm. Alors, pour la voie d'administration et les bactéries résistantes, vous savez, les bactéries qui sont à l'hôpital, qui sont souvent responsables d'infections, je dirais, nosocomiales, qui est un terme qu'on dirait, qu'on n'emploie plus parce que des fois, maintenant, on dit infection associée au soin. Donc, les bactéries qui sont à l'hôpital, ce sont des bactéries qui sont ubiquitaires à l'hôpital. Ils sont partout dans l'environnement, dans le lit. Récemment, on avait fait AFAN, bon, dans différents services. On a parcouru, il y a un poste réanimé qui, voilà, c'est bon. Donc, comme je le dis, on avait fait une étude sur sur différents services AFAN. On a fait des prélèvements, voilà, sur les poignées de porte, sur des zones, voilà, sur les mains des infirmiers et tout. Mais
on se retrouvait, bon, c'est pas les services, je vais pas les, voilà, je vais pas les nommer explicitement. On a fait ça en interne au laboratoire, mais on se rend compte que les bactéries sont partout. Et en général, les bactéries qui sont à l'hôpital, il faut savoir que c'est des bactéries qui sont hyper résistantes d'emblée. Voilà. C'est très rare d'avoir des souches sauvages qui sont rencontrées à l'hôpital. En général, c'est des acénotobactères, des Pseudomonas aeruginosa, voilà, surtout les entérobactéries avec la notion de chirurgie. Donc, les notions de, voilà, de chirurgie, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, etc. On rencontre beaucoup ces bactéries résistantes. Donc, je ne dirais pas que c'est lié à la voie, mais dès l'instant qu'on a une notion de chirurgie, ça veut dire qu'il y a une voie de contamination qui est ouverte. Et comme ces bactéries-là sont partout, voilà, la contamination va être facile parce qu'ils sont dans l'air, voilà, dans les différentes. Et aussi les infirmiers, voilà. Il n'y a pas, je dirais pas, je vais pas stigmatiser, mais il n'y a pas une hygiène à tout reproche. Donc, c'est facile donc de transférer comment dirais-je, soit d'un patient à un autre, ou bien entre l'environnement, des poignées de porte, ou bien autre chose, voilà, des zones d'aération, au malade aussi, c'est possible. Donc, contamination homme ou bien environnement homme. Donc, souvent, c'est ça qui explique, mais il n'y a pas une résistance qui est associée à la voie, mais c'est juste dû peut-être à, à une porte d'entrée, parce que les bactéries, dès l'instant qu'ils voient une porte d'entrée, ils vont infecter. Donc, j'espère que votre première question. Oui, Alors, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Pour la deuxième question, bon, avec les liquides de ponction, c'est vrai que c'est très rare d'avoir des cultures qui sont positives avec les liquides de ponction. Ça, c'est un constat qu'on fait, mais pour moi, c'est dû principalement au milieu de transport qu'on utilise. Vous n'êtes pas sans savoir que les liquides de ponction, on les met où? Dans des tubes secs, très souvent. Les tubes secs, ce n'est pas des milieux qui sont recommandés en bactériologie. Donc là aussi, je dirais que c'est une question de plateau technique. Voilà. Les tubes secs qu'on met dans les LCR, je dirais, je pourrais même attendre la question plus. Donc, et en plus, ça fait longtemps. Il faut savoir que dès les sangs qu'on prélève, on doit faire la culture rapidement. Parce qu'il peut être dû à une bactérie qui est très fragile. Et là, quand tu vas faire l'examen directif, tu vas avoir voilà, l'examen de microscope, tu vas voir qu'il y a beaucoup de cellules immunitaires, des leucocytes, voilà, mais que voilà, il n'y a pas de bactéries. Ça, c'est sûr. Pour moi, le problème, c'est les conditions de transport et de conservation qui posent problème. Parce que en Ponomo, ils avaient adopté une nouvelle méthode, mais à chaque fois qu'on faisait ça, par exemple, on prenait les ballons d'homoculture. Les ballons d'homoculture, vous savez, c'est des milieux qui sont très riches. Voilà. On prenait, quand ils faisaient des fonctions pleurales, voilà, ils font ça toujours, mais pas systématiquement. Mais quand ils mettent ça sur des ballons d'homoculture, les liquides pleurales, par exemple, on constate qu'il y a plus de positivité dans ces milieux-là. Voilà. Ça appuie l'argument des milieux de transport et de conservation. Pour moi, c'est dû à ça. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, s'il y a aussi d'autres interventions ou d'autres rapporter des points de réclaircissement. Docteur Daoud. Vous avez la parole. Docteur Abdoulaye Saou. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, c'est le docteur Seigne Baké. Bonsoir. Donc, nous vous félicitons. Donc, c'est vraiment un honneur de vous voir faire cette présentation, en tout cas une très belle présentation. Merci. Donc, je félicite aussi l'association Ngaï Santé pour cette initiative. Alors, moi, je n'ai pas de questions particulières, mais j'aimerais juste attirer l'attention, en tout cas, des pharmaciens qui sont dans le panel. Parce que là, je crois que nous parlons d'un sujet d'actualité, la résistance aux antibiotiques. Je crois que les pharmaciens aussi, ils jouent aussi un rôle assez important
surtout parce que je crois que Dr Gora a soulevé, il a parlé de la préservation, je crois, des molécules. Donc, Oui, à cet effet, je crois que les pharmaciens jouent un rôle assez intéressant, surtout dans leurs conseils. Donc, je crois que il est temps qu'on arrête de conseiller les antibiotiques. à tout Il faut qu'on arrête de conseiller les antibiotiques. Parce que, voilà. franchement, les résistances, là, comme Dr Bakel l'a souligné, donc, on voit que ça flambe, ça monte en puissance. Et ça, c'est très dangereux pour la génération. D'ici quelques années, c'est fini pour nous. Déjà que nous sommes un pays, je crois, sous-développé. Donc, si nous nous retrouvons face à cette difficulté, donc, je crois que ça sera très compliqué. Donc, encore une fois, les chers pharmaciens, en tout cas les pharmaciens d'officine qui sont dans ce panel, Oui, donc il faut que nous ayons plus de rigueur, tenir tête face en tout cas aux certains clients, parce que ce sont des clients en tout cas qui demandent des antibiotiques. Après, les pharmaciens cèdent à leurs caprices. Donc, je crois qu'il est de notre rôle, en tout cas le rôle de santé publique, responsabilité individuelle, voilà, c'est ça. surtout à ça. Mhm. Donc, je crois que c'est ce message que je voulais juste lancer et féliciter aussi Dr Maké et l'association. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, docteur, pour cette intervention. Un message donc aux pharmaciens d'officine. Très intéressant donc. La prescription et le conseil des antibiotiques. C'est vrai que c'est une question. Ah, mais moi, je me dis qu'il ne faut pas seulement céder aux caprices des clients. Je ne dirais pas des clients, mais voilà, des patients. Ça, c'est une responsabilité individuelle. Même si c'est un membre de la famille qui est très proche et tout, faut- il y a aussi des conflits d'intérêts. Donc, faut pas permettre cela. Et être strict dans la prescription et les conseils. Mais les pharmaciens, des fois, bon, j'en suis un, mais derrière, quoi, comme on dit en Wolof. Mais merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Merci beaucoup. S'il y a d'autres intervenants, on vous écoute. Sinon, on va bientôt clôturer la séance. Docteur Aogay, je vois aussi docteur Mamadou Dia, notre cher maître. Vous n'avez pas des suggestions à apporter. Salut, bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir, Docteur Seignebake, c'est Maurou Ndiaye. docteur Ndiaye, oui. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va très bien, alhamdoulilah. Bon, d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous. Vraiment, ça a été très intéressant. Bon, juste une suggestion ou bien une question avec Mhm. concernant, oui, concernant la molécule que vous disiez, imipenem. Mhm. Vous disiez que c'est la molécule, c'est notre espoir actuellement. Une de nos espoirs. Oui, une de nos espoirs. Est-ce que déjà il y a des stratégies mises sur place pour protéger la molécule? Oui, je pense que comme c'est l'un des molécules les plus importantes et les plus utilisées en cas de multirésistance. Donc, sûrement, je pense qu'il y a des stratégies mises sur place pour défendre la molécule. Et voilà, si vous en connaissez quelques-uns, on vous demande de nous expliquer ou bien de nous donner des éclaircissements. Merci, docteur Ndiaye, pour cette intervention et votre question. Alors, l'imipenem, donc, pour rappel, il fait partie donc des carbapenem. Je dirais c'est la molécule chef de file, hein, voilà, qui est très. Mais c'est une molécule déjà. La première stratégie, c'est qu'on ne le trouve pas en pharmacie. C'est
c'est un antibiotique qui est strictement réservé aux structures de soins. Déjà, il est très cher, c'est pas une molécule. Déjà, le traitement, ça coûte beaucoup pour faire juste une cure d'antibiothérapie à l'imipenem. Et en général, les médecins, ils vont essayer les autres, voilà, ça c'est les protocoles, quoi. Ils vont essayer les autres familles. S'ils n'ont pas voilà, les fluoroquinolones, ils vont se tourner vers les aminosides. Mais les carbapenem, en général, donc l'imipenem, c'est une molécule qui est, mais comme on le sait, devant une infection qui est sévère, on ne va pas se passer de l'utiliser. On va bien sûr l'utiliser si on n'a pas d'autre choix. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, voilà, croyez-moi, si vous venez au labo, vous allez vous en rendre compte. À chaque fois que vous sortez les boîtes pour faire l'antibiogramme, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont résistantes maintenant. Voilà, la résistance à ces carbapenems-là, ça commence à émerger de plus en plus. Donc, on est des fois un peu obligé de l'utiliser en dernier recours. Mais bon, les autres familles, comme je l'ai dit, voilà. Mais c'est une molécule quand même qui est assez protégée, je dirais. Mais quand même, c'est surtout en soins intensifs et face à des bactéries qui sont très résistantes face aux autres, surtout qui sont producteurs de BLSE, ou bien résistants aux fluoroquinolones, aux aminosides, tous aux autres familles, et seulement, des fois, tu vois qu'il y a seulement les carbapenems qui sont sensibles. Donc, il faut les donner. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, le problème qui se pose, c'est vraiment, voilà, l'impasse thérapeutique face auquel on fait face, mais c'est pas l'utilisation de l'imipenem en tant que tel. La solution, c'est parce qu'il y a aussi d'autres molécules. C'est juste qu'on est on est un pays en développement, je dirais. Mais il y a des molécules comme le céphidéracol, qui est une molécule aujourd'hui qui est très, très utilisée, voilà, dans les pays développés, qu'on n'a pas ici au Sénégal. Ainsi de suite, les C5G, par exemple, voilà, comment dire, le ceftobiprole et le cefta, comment on appelle ça, les molécules de céphalosporine de 5e génération, on ne les a pas au Sénégal. Donc ça aussi, c'est un problème. Et bien d'autres molécules qu'on ne possède pas et qui pourront nous aider à étoffer un peu notre arsenal qu'on dispose aujourd'hui au Sénégal. Comme notre cher maître l'a rappelé tout à l'heure, l'amicacine, je dirais, les carbapenems, c'est nos antibiotiques de dernier recours pour les bacilles à gram négatifs. Et si c'est des staphylocoques, nous avons la vancomycine, voilà. Et aussi, voilà, d'autres molécules que nous ne possédons pas, malheureusement, comme les linezolides et autres. Donc, pour moi, voilà le problème, le véritable problème. Docteur Ndiaye. Docteur, merci beaucoup, docteur, vraiment. C'est très clair, machallah. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre question, intervention. Merci beaucoup, cher maître, pour cette réponse bien éclairée. Je pense que maintenant, on peut clôturer la séance. Je tenais sincèrement à vous remercier au nom de tout Ngaï Santé. Merci à vous aussi, Fatima. Pour cette vraiment présentation absolument captivante et les réponses qui sont très précises. Merci de votre temps, merci pour votre générosité. Merci. C'est toujours un plaisir et un honneur voilà, que quand Ngaï Santé nous sollicite et d'y répondre. C'est un devoir, je dirais, plus qu'un, voilà. Merci à l'association d'avoir organisé ce webinaire. En tout cas, ça a été très instructif pour moi aussi d'animer cette présentation. Merci encore. C'est un plaisir partagé. J'espère qu'on aura d'autres occasions dans l'organisation. Inch'Allah.